Il existe des vérités que le temps n'efface pas, mais que la société préfère enterrer. Des vérités si dérangeantes, si viscérales, qu'elles dérangent même ceux qui prétendent tout comprendre de l'âme humaine. Celle dont nous allons parler aujourd'hui fait partie de ces vérités interdites, et elle concerne l'un des sujets les plus mal compris, les plus tabous, les plus redoutés de la psychologie moderne, le désir féminin. Ce que vous allez entendre ne vient pas d'une rumeur ou d'un fantasme populaire. C'est une vérité née de l'observation clinique, extraite des profondeurs de l'inconscient humain et longtemps dissimulée derrière des murs de silence et de censure. Une vérité que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, lui-même n'a pas osé publier ouvertement. Ce n'est pas une théorie parmi d'autres. C'est une fracture dans notre compréhension collective de la psyché féminine, une brèche dans l'illusion du féminin civilisé. Au fil de ses recherches, Freud a rencontré ce qu'aucun scientifique de son temps ne voulait affronter. Le fait que le désir, chez la femme, pouvait être radicalement différent de ce que la morale et la bienséance osaient concevoir. Ce n'était pas une simple soif d'amour, ni une quête romantique d'affection. Il s'agissait d'un appel archaïque, d'une pulsion enfouie, primitive, indomptée. Une force qui, lorsqu'elle surgissait, bouleversait l'ordre établi et dévoilait une face cachée de la féminité. L'un des cas les plus révélateurs fut celui d'Anna von Lieben, une aristocrate viennoise au début du XXe siècle. Mariée à un homme qu'elle méprisait, envahie par des crises d'hystérie incontrôlables, Anna semblait être le portrait classique d'une femme névrosée. Mais sous la surface, Freud découvrit autre chose. Il ne trouva pas une victime à soigner, mais une femme tourmentée par des fantasmes inavouables, des désirs de soumission, de domination, d'humiliation et même de violence. Non pas parce qu'elle était malade, mais parce qu'elle touchait une part de vérité que personne n'osait reconnaître. Et ce qui troubla le plus Freud, ce ne fut pas seulement l'intensité de ses pulsions, mais leur universalité. Anna n'était pas une anomalie, elle était un miroir, une preuve que sous le vernis de la femme bien éduquée, bien adaptée, civilisée, réside un monde intérieur fait de contradictions profondes, de désirs ambivalents et de forces obscures. Dans une lettre confidentielle, Freud écrira plus tard « La femme civilisée n'est qu'un masque. Sous ce masque, c'est le chaos. Et si cette vérité a été écartée, ce n'est pas uniquement parce qu'elle choquait, c'est parce qu'elle dérangeait tout l'édifice sur lequel repose notre compréhension des rapports entre les sexes. Car si le désir féminin est aussi complexe, aussi indomptable, aussi radical qu'il le semble, alors cela signifie que des générations d'hommes et de femmes ont été éduqués dans le mensonge. Mais ce n'est pas tout. Le cas d'Ida Bauer, que Freud a renommé Dora dans ses écrits, ouvre une autre porte sur cette même énigme. Dora, à peine âgée de 18 ans, est envoyée chez Freud après avoir accusé un ami proche de la famille de comportements déplacés. Au premier abord, l'histoire semble limpide. Une jeune fille victime, un adulte prédateur, un traumatisme à traiter. Mais à mesure que Freud fouille l'inconscient de Dora, les choses deviennent moins claires et beaucoup plus troublantes. Il découvre que cette jeune femme n'a pas été uniquement blessée par l'événement, elle en a été perturbée, excitée et surtout frustrée. Ce n'était pas la violence de l'acte qui la hantait, mais l'arrêt brutal de l'attention qu'elle recevait. Dora méprisait cet homme non pas pour ses avances, mais pour avoir cessé de la poursuivre. Ce renversement psychique défie toutes les interprétations classiques. Et Freud, tout en le documentant, sentait que ce qu'il touchait là dépassait largement les cadres de la science. C'était un accès direct à l'ombre féminine, à cette zone obscure du féminin refoulé, ce que Carl Jung appellera plus tard l'anima ou l'ombre de la psyché. En révélant cela, Freud ne cherchait pas à choquer, il essayait de comprendre. Mais ce qu'il comprenait effrayait ses contemporains.
car cela mettait à nu le cœur sauvage du désir. Un cœur qui ne suit pas les règles, qui ne se laisse pas dompter, qui navigue entre la lumière et l'obscur. Et si ce savoir vous est aujourd'hui accessible, ce n'est pas parce qu'il a été accepté, c'est parce qu'il a été toléré à la marge, murmuré dans les cercles d'initiés, ignoré par les institutions, mais préservé par ceux qui osent encore regarder en face ce que la civilisation préfère dissimuler. Dans ce voyage, nous ne chercherons pas à juger ni à condamner, mais à comprendre. Comprendre pourquoi le désir féminin, dans sa forme la plus brute, la plus primaire, la plus authentique, a toujours été perçu comme un danger. Un danger non parce qu'il est mal, mais parce qu'il est libre. Et c'est peut-être là que réside le plus grand tabou. Non pas dans ce que les femmes désirent, mais dans le fait que ce désir n'a jamais eu besoin de permission pour exister. Freud appela cela l'érotisation du refus, un phénomène où le rejet alimente l'attirance, où la privation de satisfaction devient la source de l'obsession. Maintenant, pensez aux rencontres modernes. Combien d'hommes s'est-on dit que la persistance était du harcèlement? Qu'un non doit toujours signifier non. Pourtant, l'œuvre de Freud et des siècles d'histoire prouvent le contraire. De Cléopâtre manipulant César par une résistance calculée aux troubadours médiévaux qui écrivaient des ballades sur des nobles femmes inaccessibles, le schéma est indéniable. Le désir prospère dans la tension, au bord du déni. Le récit moderne du consentement enthousiaste ignore cette vérité brutale, que l'excitation n'est pas logique, que la psyché féminine est câblée pour la conquête, non la commodité. Mais voici où cela devient explosif. La revendication la plus controversée de Freud, celle qui fit brûler ses livres, était que les femmes envoient le pouvoir masculin, non pas malgré leur féminité, mais à cause d'elles. Il appela cela l'envie du pénis, mais le vrai sens fut grotesquement mal compris. Il ne s'agissait pas d'anatomie, il s'agissait d'agence. Les femmes, argumentait Freud, sont éduquées à recevoir du plaisir, non à en prendre. Leur désir est filtré à travers l'énergie masculine, à travers le frisson d'être poursuivi, dominé, même submergé. Ceci explique pourquoi les femmes les plus émancipées fantasment encore sur la soumission, pourquoi les romans billionnaires dominent les lectures féminines. Toujours sceptique? Passons à 1953. Alfred Kinsey, le père de la sexologie moderne, conduisit une série d'expériences mesurant l'excitation physiologique chez les femmes. Ses découvertes? Les femmes étaient plus excitées par des histoires de séduction forcée que par des scénarios consentis. Leur corps réagissait contre leurs principes moraux. Kinsey enterra les données. Pourquoi? Parce que cela contredisait le récit féministe émergent. Parce que la vérité était gênante. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que les jeux qu'on vous a appris à éviter, le push-pull, le teasing, le danger, ne sont pas juste efficaces. Ce sont des impératifs biologiques. Cela signifie que le gentil garçon finit dernier, non parce qu'il est gentil, mais parce qu'il est prévisible. Cela signifie que les femmes qui prétendent vouloir l'égalité au bureau désirent encore l'inégalité dans la chambre à coucher. Et surtout, cela signifie que la clé du désir n'est pas de donner aux femmes ce qu'elles disent vouloir, c'est de leur donner ce qu'elles ne peuvent pas admettre avoir besoin. Mais ce n'est que le début, car maintenant, nous plongeons dans les conséquences réelles d'avoir ignoré les avertissements de Freud, dans les hommes brisés qui ont suivi les règles et ont tout perdu. Et dans l'émergence d'une société sans sexe, il y a une épidémie silencieuse qui se répand dans le monde moderne, une peste de solitude et de frustration si vaste qu'elle redéfinit des générations entières. Les hommes se retirent non seulement des rencontres, mais de la société elle-même. Ils abandonnent. Et le plus terrifiant, ils ont toutes les raisons de le faire,
car les règles qu'on leur a enseignées, les règles de gentillesse, d'égalité et de respect inébranlable, ont produit l'effet inverse de manière catastrophique. Mais ce n'est pas un changement culturel soudain. C'est le résultat inévitable d'avoir ignoré ce que Freud nous avertissait il y a plus d'un siècle. Commençons par une histoire que vous n'entendrez pas dans le discours mainstream. En 1908, Freud traita un jeune homme nommé Edward, un avocat prometteur souffrant de ce qu'on appelait alors la neurasthénie, une fatigue invalidante, une dépression et une absence totale de désir sexuel. Edward était l'archétype de l'homme bien, instruit, poli, financièrement stable. Il fit tout ce que la société attendait de lui. Et pourtant, sa femme le méprisait. Elle se moquait de sa faiblesse, flirtait ouvertement avec d'autres hommes et finit par le quitter pour un ouvrier brutal au casier judiciaire chargé. Le diagnostic de Freud. Castration morale. Edward avait appris à réprimer son agression, sa dominance, sa masculinité brute, et ce faisant, il s'était rendu invisible aux yeux des femmes. Aujourd'hui, l'homme moyen de moins de 30 ans est 3 fois plus susceptible d'être célibataire que son père au même âge. Les applications de rencontres ont transformé la séduction en une machine à broyer, où les 10% d'hommes les plus attractifs reçoivent 90% de l'attention féminine. Et les hommes qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui suivent les règles. Ce sont ceux qui comprennent la sombre vérité découverte par Freud, que le désir féminin se moque de l'équité. Ils cherchent l'intensité. Prenons l'étude Tinder tristement célèbre, menée par l'Université d'Oslo en 2018. Les chercheurs découvrirent que les femmes évaluaient 85% des hommes comme étant en dessous de la moyenne en attractivité. Pas juste peu attirants, mais indignes d'un second regard. La même étude révéla que les femmes préféraient partager un homme de premier choix plutôt que de se contenter d'un gentil garçon offrant de la loyauté. Pourquoi? Parce que la monotonie est la mort du désir. Freud appela cela le principe d'ennui, l'idée que les femmes, comme tous les humains, sont attirées par la variance, l'imprévisibilité, le risque. Le marché des rencontres modernes, avec ses options infinies et sa gratification instantanée, a transformé cette impulsion biologique en arme. Mais cela empire. Dans les années 1950, le psychologue John Monnet conduisit une série d'expériences sur le genre et l'excitation. Sa découverte la plus choquante? Les femmes déclaraient être attirées par des hommes gentils et stables, mais leur réponse physiologique racontait une autre histoire. Branchées à des détecteurs de mensonges et montrant des images d'hommes dominants, voire dangereux, leurs pupilles se dilataient, leur rythme cardiaque s'accélérait et leur conductance cutanée trahissait leurs véritables sentiments. Monnet, comme Kinsey, enterra les données, car admettre que les femmes désiraient ce qu'elles prétendaient haïr aurait brisé le mythe émergent de la relation égalitaire. Maintenant, regardez autour de vous. Les preuves sont partout. L'essor des romans dark romance, où les lectrices s'obsèdent pour des parrains de la mafia, des kidnappeurs et des anti-héros moralement ambivalents. L'explosion d'OnlyFans, où les femmes ne s'impent pas pour des hommes respectueux, elles payent pour être dégradées par des figures dominantes et distantes. Même en politique, les femmes votent systématiquement pour des leaders autoritaires plutôt que pour des réformateurs doux. Freud appela cela l'effet Thanatos, l'attraction inconsciente vers la destruction, vers l'énergie interdite. Et les hommes qui refusent de l'admettre? Ils restent désorientés, seuls, à scroller sans fin des profils de rencontres qui n'engendrent que le silence. Mais voici le retournement. Ce n'est pas la faute des femmes. L'idée la plus controversée et mal comprise de Freud était que les femmes ne contrôlent pas leurs désirs plus que les hommes. Elles sont esclaves des mêmes impératifs biologiques, des mêmes câblages primitifs. La différence?
la société leur permet de s'adonner à l'hypocrisie. Un homme qui admet vouloir une femme soumise est stigmatisé. Une femme qui désire secrètement un homme dominant et promiscuité, elle est célébrée, tant qu'elle ment en public. Prenez la tristement célèbre expérience de la prison de Stanford en 1971. Alors que l'étude se concentrait sur les dynamiques de pouvoir, l'histoire non dite fut le comportement des chercheuses. Malgré condamner la cruauté des gardes, elles étaient massivement attirées par eux. Le même phénomène se produisit dans l'Allemagne nazie, où des femmes se jetaient aux pieds d'officiers, tout en prétendant détester le fascisme. L'explication de Freud? L'esprit érotique n'a pas de conscience. Alors, quelle est la solution? Les hommes doivent-ils devenir des monstres pour être aimés? Non. La réponse est le game. Non. La manipulation, mais la compréhension. Les hommes qui prospèrent dans ce nouveau monde ne sont pas ceux qui ressentent la nature féminine. Ce sont ceux qui la maîtrisent. Ils savent que l'attraction ne se construit pas sur la soumission, mais sur la tension, le mystère, l'imprévisible. Mais ce n'est que la surface. Maintenant, nous allons plus profond, dans la guerre psychologique des rencontres modernes, et dans les mensonges que les femmes se racontent. Qu'elles veuillent l'admettre ou non, une guerre est menée contre les hommes, non avec des balles ou des bombes, mais avec des mots, des lois et des contrats sociaux changeants conçus pour les dépouiller de leurs instincts naturels. Le champ de bataille? Les rencontres. Les victimes? Des millions d'hommes qui ne comprennent plus les règles, ou pire, à qui on a menti sur ce que les femmes veulent vraiment. Mais ce n'est pas juste un changement culturel. C'est un démantèlement délibéré de la hiérarchie sexuelle. Celui que Freud lui-même prédit mènerait à une désillusion masculine massive. Et le plus terrifiant? Ça marche. Commençons par une histoire absente des manuels. En 1927, un jeune psychologue nommé Wilhelm Reich, ancien protégé de Freud, conduisit une série d'interviews clandestines avec des femmes de la classe ouvrière à Berlin. Son but? Découvrir ce qu'elles désiraient vraiment chez un homme. Les résultats furent si explosifs que les recherches de Reich furent plus tard brûlées par les nazis. Pourquoi? Parce qu'elles révélaient une vérité inconfortable. Les femmes ne voulaient pas l'égalité. Elles voulaient la polarité. Elles désiraient des hommes plus forts qu'elles, plus décidés qu'elles, des hommes qui pouvaient et prendraient le contrôle. L'aveu d'une femme fut particulièrement accablant. Je ne veux pas être son ami, je veux être son exception. Aujourd'hui, l'homme moderne a été manipulé à croire que la masculinité est toxique, que la dominance est un abus, et que la clé du cœur d'une femme est une soumission inébranlable. Pourtant, les données disent le contraire. Une étude de 2020 publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology trouva que les femmes appréciaient significativement plus le sexe avec des partenaires affirmés, voire agressifs au lit. Non parce qu'elles aimaient la douleur, mais parce que la passion requiert de la friction. Parce que le désir, comme Freud le disait, naît de la tension entre la reddition et la conquête. Mais voici où cela devient sinistre. La même société qui condamne la dominance masculine la récompense en pratique. Regardez l'essor du mauvais garçon. À Hollywood, un personnage qui brise les règles, ignore les limites et obtient toujours la fille. Regardez l'industrie musicale où les artistes féminines chantent sur des hommes toxiques qu'elles ne peuvent quitter. Regardez les tribunaux de divorce où les gentils garçons sont systématiquement détruits financièrement, tandis que l'ex-dominant et distant s'en sort indemne. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la nature humaine. Et Freud l'avait prédit il y a un siècle lorsqu'il écrivit « La civilisation exigera que les hommes se castrent eux-mêmes, puis s'étonnera que les femmes perdent tout intérêt. » Maintenant, considérez le cas de Michael, un ingénieur de 32 ans venu me voir l'an dernier. Michael était l'archétype de l'homme moderne idéal, féministe, émotionnellement disponible, empressé à plaire. Il cuisinait pour sa petite amie, se souvenait de ses anniversaires,
soutenait sa carrière inconditionnellement. Puis, elle le quitta pour un homme qui la faisait ressentir quelque chose. Le crime de Michael? Il était sûr, prévisible, ennuyeux. Les mots exacts de sa petite amie? Je t'aime, mais je ne suis pas amoureuse de toi. Ce phénomène n'est pas rare, c'est une épidémie. Et il s'enracine dans un principe psychologique que Freud appela le tapis roulant hédonique. L'idée que les humains s'adaptent au plaisir, mais s'obsèdent sur le défi. Donner à une femme tout ce qu'elle demande, et elle perdra tout intérêt. Car le désir ne concerne pas la satisfaction, il concerne la poursuite. Toujours sceptique, parlons de la dread. Dans les années 1970, l'anthropologue David Buss mena une étude globale sur les stratégies de rétention de partenaires. Sa découverte la plus controversée: les femmes étaient plus attirées par les hommes que d'autres femmes voulaient, et moins attirées par les hommes trop disponibles. Ce n'était pas culturel, c'était universel. Des sociétés tribales à Wall Street, le schéma se maintenait. Dès qu'un homme priorise une femme au-dessus de son propre but, elle commence à le dévaluer. Freud appela cela le principe de rareté, la réalité perverse selon laquelle l'attention n'a de valeur que lorsqu'elle est méritée, non donnée. Alors, quelle est la solution? Devenir émotionnellement indisponible? Jouer à des jeux mentaux? Non. La réponse réside dans la maîtrise du cadre mental. Les hommes qui réussissent aujourd'hui ne sont pas ceux qui courent après les femmes, mais ceux qui savent les attirer. Ils ont compris que l'attraction est un jeu psychologique, bien plus qu'une simple logique. Ils savent que les femmes disent vouloir un bon auditeur, mais répondent à un homme qui mène. Ils reconnaissent que la confiance n'est pas de l'arrogance, c'est de l'indifférence. C'est ici que nous devenons nucléaires, dans le secret freudien qui reconfigure l'attirance féminine à un niveau primal, dans les mensonges que la société dit aux hommes pour les garder dociles, et dans l'ultime coup de force de Freud qui pousse les femmes à poursuivre. Il y a une force cachée au plus profond de la psyché féminine, un instinct si puissant, si impitoyablement primal qu'une fois compris, vous ne vous demanderez plus jamais pourquoi elle l'a choisi plutôt que vous. Ce n'est pas une question de look, d'argent ou de statut. C'est quelque chose de bien plus dangereux, le déclencheur subconscient de la reddition. Freud le découvrit dans son œuvre la plus controversée. La psychologie moderne l'enterra. Et les hommes qui le connaissent, ils le manient comme une arme. Laissez-moi vous parler d'un homme dont vous n'avez jamais entendu parler. En 1936, un psychanalyste hongrois nommé Sándor Ferenczi, le protégé le plus radical de Freud, conduisit une expérience si explosive que ses collègues exigèrent sa destruction. Il fit écouter à des femmes 2 enregistrements de voix masculines. La première était douce, accommodante, conciliante. La seconde était grave, posée, impitoyablement autoritaire. Le résultat? 87% des femmes montrèrent des signes physiques d'excitation uniquement pour la seconde voix. Mais voici ce qui est glaçant. Quand on leur demanda pourquoi, elles ne purent l'expliquer. Elles rationalisèrent, elles mentirent. Une femme insista même qu'elle détestait la voix dominante, tandis que sa réponse physiologique criait le contraire. La conclusion? L'inconscient féminin ne veut pas qu'on lui demande. Il veut être pris. Ce n'est pas une conjecture, c'est de la biologie. Les neurosciences modernes ont depuis prouvé que le cerveau des femmes libère de la dopamine, le neurotransmetteur du désir, non quand elles obtiennent ce qu'elles disent vouloir, mais quand elles rencontrent de la résistance. Une étude de l'Université de Californie à Los Angeles, en 2019, révéla que les sujets féminins montrant des images d'hommes gentils et souriants avaient 0 activation dans leur centre de récompense. Mais les images d'hommes avec des expressions désapprobatrices, leur noyau accumbens, l'interrupteur du plaisir cérébral, s'illuminait comme une machine à sous. Freud appela cela le paradoxe de la défiance. Plus une femme prétend rejeter la dominance, plus son câblage récompense la soumission à celle-ci. Maintenant,
Parlons de votre vie. Combien de fois avez-vous vu une femme friendzoner un gentil garçon pour ensuite revenir vers un ex qui la traitait mal? Combien de fois avez-vous vu une femme intelligente et accomplie s'obséder pour un homme qui ne lui offrait rien d'autre que de l'inconsistance? Ce n'est pas un manque d'estime de soi, c'est de l'instinct. Et cela remonte à la vérité de survie la plus brutale de l'humanité. Les femmes sont programmées par l'évolution pour tester la force masculine, car la faiblesse signifiait la mort pour leurs ancêtres. Chaque fois qu'elles vous repoussent pour voir si vous tenez bon, chaque fois qu'elles provoquent une dispute pour évaluer votre contrôle émotionnel, elle n'est pas cruelle. Elle filtre, et la plupart des hommes échouent sans jamais réaliser qu'ils étaient testés. Mais voici où cela devient réel. En 1951, le psychologue Erik Erikson conduisit une étude aujourd'hui supprimée sur les dynamiques conjugales. Il découvrit que dans chaque relation hétérosexuelle à long terme, il y avait une hiérarchie de pouvoir non dite. Et le moment où l'homme renonçait à son rôle d'ancre psychologique, la femme perdait son respect pour lui. Non parce qu'elle était mauvaise, mais parce que sa biologie interprétait sa soumission comme une trahison génétique. L'aveu anonyme d'une épouse résumait tout. Je le suppliais d'être plus vulnérable. Puis quand il l'a été, je ne pouvais plus le regarder de la même manière. Voici le grand mensonge des rencontres modernes. Les femmes disent vouloir l'égalité, mais leur excitation exige une asymétrie. Elles prétendent désirer la disponibilité émotionnelle, mais leur attirance requiert la rareté émotionnelle. L'idée la plus sombre de Freud, l'âme féminine déteste ce qu'elle réclame. Alors quelle est la réponse? Devenir un manipulateur sans cœur? Non. La réponse est la polarité. Les hommes qui maîtrisent le désir féminin ne haïssent pas les femmes, ils les comprennent. Ils savent que la vraie masculinité ne concerne pas le contrôle, mais l'invitation à la reddition. Ils ne demandent pas le respect, ils le commandent, non par la force, mais par une présence inébranlable. Voici comment appliquer cela. La stratégie du silence. Quand elle vous teste, et elle le fera, la mauvaise réaction est d'argumenter, justifier ou poursuivre. La bonne réaction? Ne rien dire. Freud nota que le cerveau féminin remplit le silence d'investissement émotionnel. Plus vous expliquez, moins elle ressent. Moins vous expliquez, plus elle poursuit l'explication. L'impératif décisif. Les femmes ne veulent pas donner leur avis, elles veulent être dirigées. Une étude de 2022 en psychologie sociale prouva que les femmes ressentaient une attirance significativement plus forte pour les hommes qui faisaient des plans sans demander leur opinion. Non parce qu'elles sont soumises, mais parce que prendre des décisions est une dominance cognitive, et la dominance est érotique. La boucle récompense-punition. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du conditionnement. Quand elle se comporte selon vos standards, récompensez-la avec de l'attention. Quand elle ne le fait pas, retirez-la, non comme punition, mais comme conséquence naturelle. Les études de cas de Freud révélèrent que les femmes ne valorisent l'attention que des hommes qui la donnent stratégiquement. Mais ce n'est que la fondation. Car le secret final, celui qui lie toute l'œuvre de Freud, est que le désir féminin ne concerne pas la femme. Il vous concerne vous. Le moment où vous la faites devenir le prix, vous perdez. Le moment où vous vivez inébranlablement par votre propre code, elle commence la poursuite. C'est l'ultime inversion. La grande révélation. Le savoir dans sa forme la plus pure. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous trouvez ces idées pertinentes, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans la section des commentaires.